Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la science des jeux, on va arrêter des balles avec un champ magnétique. Autrement dit, on va se protéger derrière un champ de force. Tu me crois pas? Attends, laisse-moi te montrer. Les univers futuristes ont souvent ce point commun. Pour se protéger, les protagonistes vont utiliser un champ de force. En général, ce n'est pas une idée qui est au cœur du gameplay, mais ça joue toujours un rôle important. Une attaque qui aurait été fatale est évitée, et le joueur souffle. Bien sûr, suivant les jeux, ils prennent des noms différents. Champ de force, barrière énergétique, champ bionique, plasma protecteur, etc. Mais le concept derrière est toujours le même. Une barrière d'énergie translucide garde les trucs cool à l'intérieur et laisse les trucs nocifs à l'extérieur. La plupart des jeux vont nous souffler de la science bogdanovienne dans les oreilles. Mais réellement, scientifiquement, comment un champ de force pourrait-il fonctionner? La réponse la plus évidente serait le champ magnétique. Il satisfait beaucoup des critères imposés par les jeux vidéo. Il est invisible, il peut être façonné en forme de bulle, nous traversons des champs magnétiques tous les jours sans effet néfaste, et il est susceptible d'exercer une force sur certains métaux. Sur certains métaux seulement, pas tous. Par exemple, le cuivre n'est pas attiré par les aimants. Il n'est pas qualifié de ferromagnétique, tout simplement parce que les métaux ferromagnétiques ont la capacité de s'aimanter sous l'effet d'un champ magnétique extérieur et de garder une partie de cette aimantation, ce qui n'est pas le cas du cuivre. Pourtant, lorsqu'il traverse un champ magnétique, l'aimant induit des boucles de courant électrique, même dans le cuivre. Ces boucles de courant sont appelées les courants de Foucault, qui créent leur propre champ magnétique, qui s'oppose au champ magnétique originel. Ce qui va nous permettre de ralentir un objet, qu'il soit ferromagnétique ou non, comme le cuivre. Ce concept est déjà utilisé pour ralentir les wagons en bout de course dans les montagnes russes, ainsi que certains TGV ou autres trains inouïs. On pourrait se dire que, vu la vitesse de ces engins, en déployant un champ magnétique suffisant, ça pourrait largement arrêter une balle, surtout qu'elles aussi sont faites de cuivre. Mais vu que l'épisode n'est pas terminé, c'est qu'il y a un problème. Bon alors, comment ça marche? Les courants de Foucault, dus à la variation du champ magnétique, induisent un courant électromagnétique. Plus généralement, les courants de Foucault sont utilisés pour créer une induction magnétique. En opposition au mouvement de la balle dans notre champ de force magnétique protecteur, il va y avoir l'apparition d'une force de Laplace. C'est cette force qui va freiner le projectile. Et heureusement, on peut quantifier la force nécessaire pour arrêter et donc dimensionner notre champ magnétique pour rester serein à l'intérieur. On va prendre un méchant au hasard avec la roulette des méchants clichés et on applaudit bien fort. On la tourne et on va prendre les nazis. Le classique, mais ça marche toujours. Et on dit au revoir à la belle roulette des méchants clichés. Bon, Heinrich un postiche a un pistolet semi-automatique, le Longour Parabellum, de 9 mm. Alors pour info, le fameux 9 mm, c'est bien le diamètre de ton projectile. Là, pour le coup, notre balle elle a bien un diamètre de 9 mm et une longueur de 19 mm. C'est pas gros, mais ça fait mal. Et nous, notre but, ça va être de l'arrêter. On connaît la longueur du canon, la vitesse de sortie et la masse du projectile. En estimant le temps qu'il a fallu à la balle pour sortir du canon, on va avoir la puissance en watts développée par la balle. Les courants de Foucault nous permettent de relier la puissance perdue par la balle et le champ magnétique qui l'arrête. Ici, P est la puissance en watts par kilogramme de la balle. B, c'est le champ magnétique qu'il va falloir développer pour rester serein. Petit d, c'est l'épaisseur de notre balle. F, la fréquence. Et K, c'est une constante sans dimension qui dépend de la géométrie. Rho, c'est la résistivité. Et grand D, c'est la masse volumique de notre balle. Et oui, grand D, c'est bizarre pour la masse volumique. Si on se réfère à Wikipédia, après tout pourquoi pas, Wiki nous donne K égale 1 pour un plan mince et K égale 2 pour un fil mince. On va estimer K égale 3 pour une balle à dimension bizarre. L'hypothèse la plus simple à propos de la fréquence, c'est que le champ magnétique augmente jusqu'à son maximum lorsque la balle s'arrête. On mélange le tout et on obtient un champ magnétique d'à peu près 120 Tesla. Bon, à ce moment-là, on se dit que c'est pas si grave. Ça va bien le faire 120 Tesla. Alors, c'est pas aberrant comme valeur, mais l'élément le plus puissant créé lorsque je tourne cette vidéo est au CEA et développe une intensité hallucinante de 17 Tesla. Ce qui est un poil décevant. Mais admettons,
Si on génère un champ magnétique capable d'arrêter une balle en plein vol, comment être sûr que ce champ magnétique n'a aucun effet néfaste sur notre corps, ou même sur notre ADN? Bien qu'il n'existe aucune étude sur comment nos tissus organiques pourraient réagir à un champ magnétique aussi puissant, des aimants intracrâniens ont été utilisés pour stimuler ou inhiber certains neurones dans notre cerveau. Il est donc possible qu'un champ magnétique puissant puisse causer des lésions cérébrales très graves. Et puisqu'ils sont malins et un peu cyniques, les fabricants d'armes pourraient simplement produire des balles à partir de matériaux qui ne seraient pas affectés par les courants de Foucault, comme certaines céramiques. Et à ce moment-là, tous nos calculs et tous nos efforts ils deviennent totalement inutiles. Finalement, notre super barrière magnétique, elle devrait être surpuissante et pourrait malgré tout facilement être contournée, voire même transformer la personne qu'elle est censée protéger en un tas de chair mou sans cervelle. Et si, au lieu de ralentir la balle, on faisait en sorte de la détruire avant qu'elle nous touche? Une solution efficace pourrait être alors de créer une bulle d'antimatière. L'antimatière, c'est un peu comme une matière normale, sauf que toutes les charges sont inversées. Au lieu des électrons, vous avez des positrons. À la place des protons, vous avez des antiprotons. Lorsque l'antimatière et la matière se rencontrent, elles s'annihilent. Ainsi, les projectiles disparaissent plus vite qu'ils ne sont arrivés. L'antimatière peut être stockée en la suspendant dans un champ magnétique. Mais ce champ magnétique ne doit pas être surpuissant comme tout à l'heure. Il faut juste éviter qu'il fasse bouillir notre sang. C'est déjà pas mal. Et c'est là que la bonne idée devient une idée un peu pourrie. Parce que la réaction de l'antimatière avec la matière, ça fait pas simplement une petite explosion. Les balles, elles vont pas simplement disparaître en petite fumée. Cette réaction convertit la masse en énergie pure, sous forme de rayons gamma. Et ça va réagir avec tout ce qu'il y a alentour, et pas seulement les balles. Comme, par exemple, je sais pas moi, l'air. On estime que 1 gramme d'antimatière, réagissant avec de la matière, produirait plus d'énergie qu'un souffle atomique. Donc non, clairement, on va pas se protéger avec de l'antimatière. C'est clairement pas l'idéal. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de moyen réaliste de créer un champ de force suffisamment puissant pour nous protéger sans nous défoncer le cerveau, et sans créer d'explosion nucléaire. Heureusement que l'idée d'un champ de force protecteur soit aussi répandue, comme ça on accepte l'idée sans broncher. Parce que là, trouver une explication crédible, c'est tout simplement impossible.